Ce logo, on le connaît depuis l'enfance. Pour beaucoup, il réapparaît tous les 4 ans à chaque Coupe du Monde. Pour d'autres, c'est juste un souvenir lointain, celui d'une collection revendue dans un vide-grenier. Mais dans tous les cas, en me replongeant dans l'univers des vignettes Panini, j'ai découvert à quel point ça avait évolué. Et surtout que je n'étais pas le seul à encore m'intéresser à ce monde-là. Alors aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire de 4 Italiens qui ont transformé de simples planches d'autocollants en véritables planches à billets. Pour commencer, on remonte en 1960 dans la ville de Modène en Italie. À cette époque, les frères Panini, Giuseppe Benito Umberto et Franco travaillent dans la vente de journaux papier. Ils possèdent un kiosque à journaux et revendent aussi des invendus de journaux dans plusieurs kiosques de la ville. C'est un business qui tourne mais qui reste très concurrentiel. Alors un jour, l'aîné de la fratrie rachète un lot d'images invendues à l'entreprise Nanina avec une idée bien précise en tête. Ce sont des images de footballeurs du championnat italien et là où Giuseppe est malin, c'est qu'il ne va pas les vendre à l'unité, il découpe les images, en met 2 dans un petit paquet en papier, fait en sorte que certaines reviennent souvent et que d'autres soient plus difficiles à obtenir, et à ce moment-là, il vient de créer un produit. Et ce produit, ils vont le distribuer dans tous les kiosques à journaux avec lesquels ils travaillent déjà. Quand tu as une bonne idée, un réseau de distribution et un bon produit, ça donne 3 millions de paquets vendus. Je sais pas si on se rend compte, c'est énorme pour une production encore artisanale, menée par quelques frères qui découpent les images et les emballent eux-mêmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème n'était pas le produit, mais le modèle de vente. Avant, les collectionneurs achetaient les images de chez Nanina à l'unité ou en lot, donc une collection pouvait être complétée assez vite. Avec les pochettes, Panini introduit l'aléatoire, le plaisir de tomber sur une bonne vignette, la frustration des doubles et surtout l'échange entre collectionneurs. C'est là que le produit devient beaucoup plus plaisant à ouvrir. Juste après ce premier succès, ils décident de créer leur propre image. Ça leur permet de mieux contrôler la rareté, mais aussi de vendre un support dédié aux collectionneurs. Et c'est dès l'année d'après, en 1961, qu'apparaît le premier album Panini. À l'époque, ce ne sont pas encore des autocollants comme aujourd'hui, ce sont des images à coller soi-même. D'ailleurs, c'était quelque chose de courant à cette époque. J'ai moi-même 2 vignettes d'une autre marque qui se vendait dans les années 70 en France. Ce sont un footballeur bordelais et on voit très bien au dos les instructions pour les coller. Revenons à Panini. Après leur premier album sur le championnat italien, ils répètent l'opération chaque année pendant presque 10 ans avec exactement la même recette. Un album et les vignettes qui vont dedans. Et tout ça jusqu'à la Coupe du Monde du Mexique en 1970, où là, ils franchissent un cap énorme. Cette fois, ils proposent un album autour d'une compétition mondiale dans plusieurs pays. Leurs albums vont être commercialisés en Europe et en Amérique du Sud, et pour les fans de foot, c'est un immense succès. On parle déjà de millions de ventes, c'est aussi à partir de ce moment-là que Panini commence à industrialiser sa production. Couvrir plusieurs pays, ça veut dire produire beaucoup plus. Et le deuxième grand step de Panini, c'est l'autocollant. Au début des années 70, la marque abandonne progressivement les images à coller soi-même au profit des vignettes autocollantes qu'on connaît encore aujourd'hui. Alors, ils n'ont pas inventé ce procédé, mais c'est eux qui les ont popularisés dans le monde entier. Maintenant qu'ils sont connus, capables de produire en quantité et qu'ils ont validé leur concept dans plusieurs pays, Panini accélère et devient l'entreprise que l'on connaît. En 1971, arrivent les albums Disney. En 72, les animaux et la nature. 1973, l'histoire et la géographie. En 74, les séries télévisées. On passe d'une collection par an à des dizaines. Dans les années 80, Panini domine tout. Dans chaque cours de récré, les enfants échangent, négocient, complètent leur album. C'est devenu un phénomène mondial. Dans les années 90, ils explosent encore davantage. Coupe du Monde 98, licence culte, manga, dessin animé, Panini est partout. Puis arrivent les années 2000, là, il y a les jeux vidéo, il y a Internet, il y a plus de distractions qu'avant. Pour la première fois, Panini ralentit. Mais ne disparaît pas complètement, ils tiennent bon encore grâce aux albums de football. Et dans les années 2010, il se passe quelque chose d'assez inattendu. Les enfants des années 80 et 90 deviennent adultes et recommencent à collectionner. La nostalgie ramène Panini sur le devant de la scène, comme on l'a vu pour les cartes Pokémon. Maintenant qu'on a vu leur histoire, il y a une chose qui devrait vous frapper. Panini ne peut pas fonctionner seul. Il lui faut des licences célèbres. On connaît globalement le fonctionnement, même si les contrats exacts restent privés et bien cachés par les entreprises, on a quelques données connues. La plupart du temps, Panini paie un minimum garanti, donc un montant fixe, versé à la marque, à Disney, Universal, de Pokémon Company.
puis négocient un pourcentage sur les ventes, généralement entre 8 et 15% du chiffre d'affaires de la collection. Pour les licences liées au football, on a des chiffres plus précis. On sait par exemple que le deal avec la Premier League coûterait entre 1,5 et 3 millions de dollars par an en minimum garanti, juste pour avoir le droit de proposer un album de stickers. En plus, bien sûr, du pourcentage sur les ventes. Et il faut aussi préciser que ce genre de contrat ne se renégocie pas tous les ans, on n'est plus sur des packages de 5 ou 10 ans. Autre sujet important, l'exclusivité. Est-ce que la licence appartient uniquement à Panini ou est-ce que d'autres sociétés concurrentes, comme Topps, peuvent aussi récupérer la même compétition et proposer un album concurrent? Par exemple, la Coupe du Monde masculine de football est en exclusivité chez Panini depuis 1970. Panini faisait les Euros de football masculin, mais en 2022, c'est Topps qui est passé et a remporté la licence. Ce qui va permettre à Topps de proposer des albums pour l'Euro 2024 et 2028, l'Euro féminin, ainsi que la Ligue des Nations. Et on comprend vite pourquoi les entreprises s'accrochent autant aux grandes compétitions. En 2017, donc sans Coupe du Monde, le chiffre d'affaires tourne autour de 563 millions d'euros. Et l'année suivante, année de Coupe du Monde, quand la France soulève le trophée, les chiffres d'affaires doublent quasiment pour atteindre 1 milliard d'euros. Et ça ne fait qu'augmenter, puisque le chiffre d'affaires de 2024 est de 1,9 milliard d'euros. Donc sans Coupe du Monde ni Euro. Alors avec la Coupe du Monde qui approche, on peut imaginer une nouvelle explosion. Peut-être 3, 4 milliards. Mais cette année, pas mal de critiques apparaissent, notamment sur le prix des stickers et surtout sur le prix pour compléter un album. Et je vous l'annonce, pour la Coupe du Monde 2026, il faudrait payer entre 1500 et 1800 euros pour compléter la collection. Beaucoup avancent même un coût de 2500 euros. Ça s'explique par plusieurs choses, de plus en plus de pages à remplir. On passe de 670 autocollants pour l'album de la Coupe du Monde au Qatar 2022 à 980 pour cette Coupe du Monde. Un système de rareté toujours plus poussé. Là, on a des extra stickers avec plusieurs raretés en plus et surtout des paquets de stickers dont le prix a explosé. En 2002, le stickers coûtait 7 centimes. Aujourd'hui, il en coûte 30. Ah, à ce sujet, direction l'Amérique du Sud. Quand je me suis replongé dans Panini, j'ai remarqué un truc. Je ne trouvais pas beaucoup d'informations ni de comptes de collectionneurs en français. À chaque fois, je n'avais que de l'information en espagnol ou en portugais. Et j'ai découvert qu'au Brésil, en Argentine ou au Chili, c'est devenu un véritable événement. Les centres commerciaux organisent des journées de troca de figurinhas, où les gens viennent avec leur album et leur double pour essayer de dénicher les quelques stickers qui leur manquent. D'autres installent des tabourets dans la rue et attendent les passants pour faire des échanges. C'est un autre monde. Pendant un mois, tout le monde est obsédé par ça. Lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, on parlait même de pénurie de paquets de stickers. Maintenant, si on remonte un petit peu dans le continent américain, aux États-Unis et au Canada, pour la Coupe du Monde au Qatar 2022, ils ont introduit des bordures de couleurs pour créer artificiellement de la rareté. En fait, dans ces pays, les cartes Panini, Donruss ou Topps sont extrêmement populaires. Mais on ne collectionne pas forcément juste pour finir l'album. On collectionne aussi par carte, par joueur, par rareté. Là où en Amérique du Sud, le principal objectif reste souvent de terminer la collection. Voici un exemple. Une vignette Panini achetée en France, puis une version vendue au Canada. Sur la commune, c'est simplement l'ajout d'une bordure blanche. Ensuite, tu as la bordure bleue que tu trouves environ une fois tous les 2 paquets. La rouge, c'est tous les 26 paquets. La violette, une tous les 205. La verte, que je n'ai même pas réussi à trouver pour certains joueurs que je collectionne, c'est une sur 1445. Et enfin, l'autocollant ultime, la bordure noire, qui te garantit d'avoir l'unique exemplaire du footballeur. Donc imagine, sortir un joueur comme Messi, Ronaldo ou Mbappé, c'est le jackpot. En fait, n'imagine même pas, voilà l'autocollant de Messi, bordure noire, gradé PSA 8, qui s'est vendu 130 000 euros. Et dire qu'il y a encore sûrement plein de joueurs en bordure noire, bien au chaud dans les paquets invendus au fond des boutiques spécialisées, ça me rend un peu fou. Bon, si on revient à des prix plus accessibles, cette bordure violette m'a coûté 25 euros. C'est déjà très cher pour un autocollant. Mais il y a tellement peu de concurrence sur les sites de revente que les prix sont très aléatoires. Il faut dire aussi que cette rareté n'a été commercialisée qu'aux États-Unis et au Canada. Puisqu'on parle de prix, regardons maintenant les autocollants Panini les plus chers. Et attention, parce que pour atteindre ces montants, les stickers sont pratiquement toujours été gradés, donc protégés dans un boîtier avec une note, et autant sur les cartes Pokémon ou de sport, obtenir un 9 ou un 10 est déjà compliqué. Autant sur les stickers, c'est quasiment impossible. Donc une bonne note,
fait complètement exploser les prix. On commence avec Ronaldo et son premier autocollant en Europe au PSV Eindhoven, vendu 34 000 €. Numéro 3, on l'a vu juste avant, mais avec sa version One of One de la Coupe du Monde au Qatar, vendu 130 000 €. En deuxième position, on retrouve son plus grand rival, si on peut dire ça, Ronaldo. C'est son tout premier autocollant avec le maillot du Sporting Lisbonne en PSA 10, qui s'est vendu 140 000 €. Et enfin, il n'y a qu'un joueur d'Amérique du Sud capable de mettre tout le monde d'accord, vu l'importance de Panini là-bas. Là encore, c'est le tout premier autocollant du joueur. En plus, on parle d'une époque où les autocollants étaient produits en bien plus petite quantité. À votre avis, c'est qui? C'est Maradona. Son sticker de la saison 79-80 s'est vendu en janvier 2021 pour 550 000 €. Et si on cherche du côté français, on trouve Zidane en top 6, avec le maillot de Cannes, pour 33 000 €. D'ailleurs, je prends toute donation de joueurs de Bordeaux, donc si vous avez un Zidane, Bichente, un Paoletta ou un Darcheville, n'hésitez pas, je prends. Par curiosité, je suis aussi allé voir du côté des joueurs canadiens. Et là, on tombe sur du Alphonso Davies, dont le rookie stickers peut se vendre entre 500 et 1500 € selon la note. Ensuite, on a des joueurs de hockey, comme Gretzky ou Lemieux, dans les gammes de prix comparables. Et je fais un shout-out aux Montréalais qui écoutent la vidéo, car à l'heure où j'enregistre ça, les Canadiens de Montréal sont dans les phases éliminatoires. Donc cette année, on lâche pas, on va au bout, moi je veux voir ça de mon vivant. Mais en dehors du sport, les prix redescendent vraiment. Il n'y a pas les mêmes engouements pour une vignette Disney par exemple. Là, ce sont plutôt les albums complets qui se revendent souvent entre 50 et 100 €. Il y en a qui peuvent atteindre jusqu'à 800 € pour des collections beaucoup plus anciennes, mais ça ne va pas au-delà. Et si vous pensez à l'album Pokémon, qui est sorti en 1999, vous vous dites que ça doit valoir quand même pas mal d'argent. Alors déjà, ça ne dépasse pas les 300 € pour une version en parfait état. Et surtout, c'est pas Panini, c'est Merlin. Ce logo, ça doit te parler. L'entreprise a été d'ailleurs rachetée par le plus grand concurrent de Panini, par Topps. Personnellement, je suis quand même bien content d'avoir acheté cet album complet de la Coupe du Monde 2018, que j'ai récupéré pour 70 $ à un Colombien. C'est même écrit ici que c'est une version colombienne. Donc je trouve que c'est encore plus cool. Et en plus, l'intérieur reste exactement le même. Le seul vrai bug que je vois dans la machine Panini sur son côté jeu de hasard et pochette mystère, c'est qu'il existe une porte de sortie, que très peu de gens connaissent. Et on peut commander directement les stickers manquants. Par exemple, pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, il est possible de commander jusqu'à 50 stickers pour terminer son album. Et vraiment, là tu choisis précisément ce que tu veux. Et ça, tu peux le faire 5 fois, donc au total de 250 autocollants. Alors oui, attention, c'est pas donné quand même. Je vous avais dit que l'autocollant sorti de paquet était à 30 centimes. Là, tu vas payer ton autocollant 1 € pièce. Personnellement, je me suis fait plaisir. J'ai commandé quelques Français, quelques joueurs passés par les Girondins de Bordeaux. Il faut renseigner un code d'album, mais honnêtement, ce n'est pas très compliqué à trouver sur internet. Et quelque part, ça casse un peu le mythe de la pochette mystère. Après, ce service n'existe pas forcément sur toutes les collections. Et sur les anciennes collections, certains joueurs manquent. Bizarrement, Zidane sur l'album de 98 est plus disponible. Je crois que je suis pas le seul à avoir découvert l'astuce. Mais au fond, ça résume parfaitement Panini. D'un côté, on te vend le hasard, la chasse, la frustration du numéro manquant, et de l'autre, on te vend aussi la solution. Bon, Domingo a quand un épisode de Cards Corner sur les autocollants Panini. Je viens avec plaisir vous présenter ça parce qu'on sous-estime trop souvent ce monde-là. Je trouve qu'en France, ça n'a pas assez de hype sur les collections de stickers, alors que c'est un objet vraiment beau. Des fois, c'est plus beau que certaines cartes. Il y a des stickers en tissu, holographiques, édition rare, version exclusive selon les pays. Bref, l'univers des autocollants Panini ou Topps est bien plus riche qu'on ne le pense. Et personnellement, ça me fait vraiment plaisir de faire cette vidéo parce que d'une, je collectionne les vignettes Panini et en plus, en 2017, j'avais commencé à écrire un script. Donc là, c'est bon, maintenant elle est postée, j'ai enfin terminé ma vidéo. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. S'il te plaît, abonne-toi, dis-moi en commentaire si tu as appris des choses aujourd'hui et surtout, est-ce que tu as déjà précommandé ton album de la Coupe du Monde 2026 ? Personnellement, moi je vais le chercher parce que la collection arrive début mai et ça arrive très très vite. Et dis-moi aussi si tu es collectionneur, ce que tu collectionnes, ou si tu as un jouet ou un jeu de ton enfance que tu voudrais que je traite en vidéo. Promis, j'attendrai pas 9 ans pour sortir la vidéo cette fois-ci. Merci tout le monde et à bientôt.